Bonsoir, merci à tous d'être venus pour la 4e édition des Tech Up du Hub sur le thème de la mobilité durable, un événement qui est là pour favoriser la mise en lumière des relations entre start-up et grands groupes. Alors je me présente, moi je suis Mathilde Léret, la responsable des événements du Hub. Je remplace Benoît Roblin, le directeur, qui n'a pas pu être présent ce soir. Je vous dis juste rapidement quelques mots sur le Hub si vous ne connaissez pas bien. À sa manière, le Hub, c'est une bête à deux têtes. Il y a cette salle qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui a pour ambition de rassembler donc, tous les jours des dirigeants, des startups, des PME, des grands groupes, des investisseurs se rassemblent ici pour échanger sur les grandes problématiques de demain liées à l'innovation. Mais le Hub, c'est aussi le partenaire opérationnel des startups et scale-up investis par les fonds d'investissement innovation en capital risque de BPI France. Donc on est une équipe de 30 personnes qui œuvront au quotidien pour accompagner les participations de BPI France en offrant divers services, en recrutement, en mise en relation business, en mise en visibilité via des événements et différentes actions de com. On fait également des événements pour rassembler des communautés métiers. Donc voilà, le Hub rassemble et permet de tisser des liens avec tous les acteurs de l'écosystème. Ce soir, on se rassemble pour ce 4e Tech Up. Comment les startups et les grands groupes révolutionnent-ils les transports pour favoriser pour accélérer la transition vers la mobilité verte? J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifay, directeur développement durable, qualité, sécurité du groupe Bouygues pour la keynote d'entrée, qui sera animée également par Émilie Garcia. Donc moi, je m'appelle Émilie Garcia, donc je suis responsable ESG Impact au sein de la direction innovation. Voilà, et donc je vais avoir le plaisir d'animer cet événement ce soir. En effet, toutes ces thématiques d'ESG, Impact Climat, ça prend de plus en plus de place au sein de BPI France. En fait, on a lancé un plan climat, donc conjointement avec la Banque des Territoires depuis 2019. On a 3 grands piliers au sein de ce plan climat. Le premier, c'est vraiment développer le soutien aux offreurs de solutions innovantes qui va permettre de limiter l'impact environnemental du coup des clients qui peuvent être B2B ou B2C, donc on appelle ça des green tech dans le jargon, et donc dans des secteurs aussi variés qui vont être la mobilité propre, la construction durable, l'industrie verte, les nouvelles énergies, l'agri-agro. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, le soutien en green tech, où on a vraiment beaucoup d'actions là-dessus côté innovation. Le deuxième pilier qui va être sur la mise en transition des entreprises, et donc comment on va accompagner du coup nos entreprises du coup pour les aider à comprendre ce qu'est une empreinte carbone pour le début, et ensuite comment du coup leur donner des clés pour limiter leur empreinte carbone. Et ensuite, le troisième pilier qui est plus lié sur le financement des énergies décarbonées. Et donc, du coup, sur cette thématique, en effet, de mobilité propre, donc on fait pas mal, du coup, d'actions sur ce sujet-là. Et donc, cet event, du coup, rentre dans ce cadre-là. Comme Mathilde, en effet, tu as déjà dit, mais je le redis, donc tu es en effet directeur développement durable et QSE donc du groupe Bouygues. Tu es aussi donc président donc du C3D qui est le collège des directeurs du développement durable. Et donc tu es co-auteur du livre L'entreprise contributive concilier monde des affaires et limites planétaires du coup chez Duno. Donc ce que je te propose un peu nous faire un peu une keynote sur la mise en bouche de cet event, un peu avoir une vue hélicoptère. Et déjà peut-être en termes de constat, de grands chiffres, de quoi on parle quand on parle de mobilité verte? On sait que la mobilité, enfin vous connaissez les chiffres, hein, c'est affligeant, c'est le premier poste en fait d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et puis au niveau français aussi d'ailleurs. Donc 98% de la mobilité mondiale est carbonée aujourd'hui, donc les chiffres sont implacables. Hein. Et que le vrai enjeu, ça va être de verdir ce secteur d'activité parce que autant on peut faire autrement dans plein d'autres domaines, et on est en train de le faire, autant sur la mobilité, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, alors pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas d'alternative pratique au pétrole aujourd'hui pour la mobilité, parce que le pétrole, c'est une énergie qui est très dense, et qui est très performante en fait, et puis surtout qui se stocke super facilement et qui n'est pas si dangereux que ça en fait en utilisation. Et les alternatives au pétrole pour la mobilité, c'est l'électrique. Et là, ça pose des gros problèmes de matériaux. Voilà, il y a 1,4 milliard de véhicules thermiques sur la planète. Hein. Si je prends que les véhicules individuels, je ne prends pas les camions. Et de croire
de croire ne serait-ce que 20 secondes qu'on va pouvoir électrifier tout ce parc dans les 25 ans qui viennent, c'est une vue de l'esprit parce qu'il n'y aura pas assez de cuivre. Aujourd'hui, les concentrations des mines de cuivre, elles sont passées de 3-4% il y a 30 ans à 0,7%. On est bien placé pour le savoir chez Bouygues parce qu'on aide les miniers à extraire les roches. Et donc, si on prend les trajectoires de décarbonation de l'industrie automobile aujourd'hui mondiale, ça conduirait, et ils ne le feront pas, parce que de toute façon, il n'y en aura pas assez de cuivre, ça conduirait à une multiplication par 3,5 de la production de cuivre entre maintenant et 2040. Donc c'est 29 millions de tonnes aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse 3,5 en 15 ans, 20 ans, quoi. Bon, qui peut croire que ça se passera comme ça, c'est pas possible. Et surtout que, comme la concentration baisse, il faut remuer toujours plus de roches pour récupérer la même quantité de métaux. Donc aujourd'hui, on en bouge déjà 5 à 6 fois plus par rapport à ce qu'on en bougeait il y a 30 ans. Et donc, il y a des déchets, enfin des effets collatéraux. J'ai fait un lapsus. Il y a des effets collatéraux qui sont importants, donc consommation d'eau, bien sûr, et puis production de déchets miniers. Et pour ouvrir donc 3,5 fois plus de sites, avec des taux de concentration qui sont toujours en baisse, parce que bien sûr, nos ancêtres ne sont pas complètement cons, ils n'ont pas exploité les sites où il y avait des faibles taux de concentration. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de mines qu'il y a aujourd'hui, et qui sont dans des zones qui sont souvent des zones protégées, des zones où il y a des habitants, etc. Donc ça ne va pas bien se passer. Et puis de toute façon, quand on sait le temps qu'il faut pour ouvrir un site minier, les autorisations, machin, donc ça ne se passera pas. Voilà. Et si on prenait encore que le cuivre, on se dirait, bon, voilà. Mais il y a aussi le nickel, il faut faire x17 en nickel, x19 en cobalt, x40 en lithium. Donc tous les petits malins qui vous disent qu'on va décarboner avec de l'électrique, c'est des menteurs. Parce que ça n'arrivera pas. Pas plus qu'avec l'hydrogène d'ailleurs. Donc un résultat, il faut faire autrement. Puis ça sera une partie d'un tout. Il n'y a pas en effet une solution unique et c'est un mix de plusieurs choses qui vont aider à... Ok, très clair. Du coup, alors si on prend maintenant tes différentes casquettes, et si on commence par la casquette C3D, donc est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, c'est quoi justement le rôle des grands groupes et de C3D dans cette thématique-là? Comment ils peuvent œuvrer sur ce sujet? Ouais, c'est une bonne question. Nous, c'est de... j'ai été élu président du C3D il y a 7 ans maintenant. Et j'ai dit à mes membres, on est 350 entreprises membres au C3D. C'est énorme. Hein. Notre posture, nous, c'est la science. Voilà. Donc, on raconte pas de carabistouille, croissance infinie, croissance verte, découplage. Tout ça, c'est pas vrai. Hein. C'est des fake news. Donc, nous, on reste sur les données de la science. Donc, GIEC et IPBES et le Systex aussi pour les ressources. Et on s'est dit, voilà, on ne rend pas service à nos entreprises en racontant des carabistouilles et des théories économiques qui ne fonctionneront pas. Donc moi, je suis chez Bouygues, fidèle à Bouygues, loyal à Bouygues, et je ne vais pas dire à Bouygues des choses qui ne sont pas vraies. Donc je ne mens pas. Voilà, comme ça me permet de mieux dormir la nuit. Et puis surtout, ça me permet de rester digne. Donc non, je ne leur dis pas que tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias de masse sur la transition, qu'on est dans la transition, que c'est formidable. Ben non, il n'y a pas de transition, la transition n'a pas commencé, mais il n'y a pas de transition du tout, et qu'on n'est pas du tout sur on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, qu'on est complètement à l'ouest sur ce qu'on veut pousser et ce qu'on pousse sur les sujets de la décarbonation. On est très 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 loin du compte, y compris nous les Français. Et qu'il faut juste arrêter de mentir. Voilà. Donc, soit les gens... Oula, excusez-moi, ça c'est la conférence qui commence ailleurs. Vas-y. Ça c'est vachement bon signe que ça marche. Voilà, vive la technique. Je parlais de quoi là ? Que du coup, en effet, grand groupe, tu donnais la ligne directrice et que en effet, vous disiez pas n'importe quoi et par rapport au GIEC et le cadre. Voilà. Donc on essaie de dire à nos patrons la vérité de la science pour ensuite trouver des solutions par rapport à la mise en place de nouveaux modèles économiques. Parce qu'il n'y a pas de solution technologique majeure, mais bonne nouvelle. On peut créer la valeur économique différemment, avec des modèles d'affaires qui sont très disruptifs, là, pour le coup, pour concilier, en fait, ce que j'ai écrit dans mon livre, le monde des affaires et les limites planétaires. Donc, c'est comment réencapsuler, en fait, le business mondial dans les limites planétaires, sachant qu'on ne faut pas que regarder le cône carbone, parce que si vous regardez que le cône carbone, vous déportez, en fait, les problèmes des limites
enfin, déporter les externalités sur d'autres limites. Et en fait, il faut avoir une approche systémique, holistique de l'ensemble des sujets des limites planétaires, sachant qu'on en a quand même dépassé 6 sur les 9 du Stockholm Resilience Center. Donc nous, notre travail au C3D et au Shift Project, parce que bon, tout ça, ça se fait quand même beaucoup en lien avec le Shift, via le PTEF, via les travaux du Shift, c'est d'inventer donc la nouvelle économie de demain, basée sur les modèles régénératifs et contributifs, où on inclut dans le modèle d'affaires les étages technologiques ou les étages de process qui vont permettre à l'entreprise d'intégrer dans ses process et dans ses coûts les sommes qui sont nécessaires pour arriver à ne plus produire de la valeur économique en détruisant la valeur écologique, c'est-à-dire en émettant du gaz à effet de serre, en utilisant des ressources primaires, etc. Donc c'est une boucle qui est forcément circulaire, ça vous l'avez compris, mais pas du tout basé sur le recyclage. Non, c'est pas du tout ce qu'on fait. C'est basé sur l'intensité d'usage des produits et des infrastructures et l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire en fait on fabrique peu, voire plus du tout, et on loue l'usage du produit ou du service, enfin du produit, sur une temporalité la plus grande possible. Donc demain, la vraie liberté, ça sera de pouvoir jouir de tout. Donc c'est pas du tout un retour au Moyen-Âge, non, mais on pourra jouir de tout, mais sans rien véritablement posséder. Donc on a inventé tout un tas de nouveaux modèles qui vont dans ce sens. Et aux surprises, enfin il était temps, il y a de plus en plus d'entreprises dans le monde qui commencent à utiliser ce modèle. Alors, plus en plus, ça reste anecdotique à l'échelle du nombre d'entreprises, hélas, qu'il y a dans le monde. Mais nous, dans le livre, on n'a pas eu de mal à en trouver plusieurs dizaines. Et puis, on vient de lancer le Club Régène Écosystème. Avec les shifters, on travaille beaucoup maintenant avec les chefs d'entreprise pour leur proposer ces nouveaux modèles. On va faire un MOOC qui va sortir le 6 juin, qui va expliquer comment, pour une entreprise, mettre en place une approche Régène. Et là, j'étais à ChangeNow toute la journée. Les 3 conférences que j'ai animées, c'était blindé de monde et des chefs d'entreprise. Et on sent qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer autour de ce mouvement-là, où on dit, non, la technologie ne va pas nous sauver, pas du tout. Il n'y a aucune technologie miracle, il n'y a pas de transition. Donc maintenant, arrêtons de raconter n'importe quoi et commençons à travailler d'une façon lucide avec les données de la science. D'accord. Ouais, du coup, en effet, ça permet de donner un cadre, de ne pas oublier en effet ces 9 limites planétaires, d'avoir cette approche systémique et se dire, en effet, c'est vraiment par l'approche de l'usage, on va pouvoir aller dans le bon sens. Et du coup, maintenant, donc, deuxième casquette de Bouygues. Donc, du coup, par rapport, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple par rapport à Bouygues, ce que vous avez fait sur le bâtiment hybride énergie positive, le lien avec la mobilité, comment justement un exemple qui permet d'aller dans le bon sens sur une activité de Bouygues? Ah ouais, parce que bon, au-delà du blabla que vous connaissiez sans doute déjà, c'est ok, très bien, les gens disent, mais ok, mais dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Donc moi, mon boulot, c'est ça en fait. Mon boulot chez Bouygues, c'est il y a 1600 business units dans le groupe Bouygues, 6 métiers différents, on est 200 000. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans le groupe Bouygues, 17 ans à la direction de Pont Durable, donc je connais tout le monde. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'est un problème de modèle économique, uniquement ça. Mais maintenant que j'ai compris, on a développé en fait des modules. Ça, c'est du savoir-faire Bouygues, voilà, pour accompagner nos business units dans le modèle, dans la transformation du modèle. Alors, je vais vous donner on a 70 exemples, je vais vous en donner 2 ou 3 si vous voulez, mais enfin, ça dépend du temps que vous avez. Alors, pour le bâtiment, parce que le bâtiment, c'est quand même le cœur historique de Bouygues. Et donc, pendant très très longtemps, on a fait du bâtiment à la papa, quoi, comme tout le monde. Et on voit bien que ça permettait pas de décarboner à la hauteur de ce qu'il fallait faire. Et puis un jour, on a décidé de rassembler des ingénieurs et des techniciens volontaires pour dire, voilà, mais grosso modo, il faut qu'on continue de gagner de l'argent, mais en émettant 9 fois moins de carbone sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et on leur a dit, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à trouver ça en peu de temps, quoi. En fait, ils ont trouvé en 2 heures. Voilà, 2 heures. Donc, vous voyez, c'était pas compliqué. On avait pris 2 jours dans un château forme, puis 2 heures après, on a pu jouer au baby-foot parce qu'on avait déjà trouvé la solution. Donc, c'est quand même extraordinaire. Donc, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont dit, c'est pas compliqué, comme l'empreinte carbone du bâtiment, c'est les matériaux essentiellement, il faut faire des bâtiments avec des matériaux qui durent plus longtemps. On était cons, on n'avait pas pensé à ça. Donc on a inventé les bâtiments banques de matériaux. Voilà, les bâtiments qui peuvent se monter, se démonter et se remonter un peu comme des briques de Lego.
Voilà. Donc, et puis, on a essayé d'utiliser beaucoup plus de réemploi. Donc, on a monté une filiale qui s'appelle Cinéo, qui fait du réemploi. Parce qu'en fait, il y a un parc installé de bâtiments qui est tellement important. Pourquoi toujours tout refabriquer alors qu'il y a déjà beaucoup de trucs qu'on peut récupérer dans un bâtiment? C'est comme dans le cochon dans un bâtiment. Tout est bon, on peut tout récupérer quasiment. Enfin, ça dépend des cochons. Et puis après, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse du matériau as a service parce que finalement, si on veut que les équipementiers qu'on utilise pour les fonctions de confort du bâtiment, ben, on leur achète le matos, et puis après, une fois qu'on leur achète le matos, ben, c'est fini. Ils ne vont pas être incités à faire du matos qui va durer longtemps. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre du matos. Donc on leur a dit, ben, écoutez, on ne va plus vous acheter votre matos, on va vous le louer. Ah bon? Donc on était voir des ascensoristes, on dit, ben oui, on ne veut pas d'ascenseur, on ne veut pas de propriétaire, on veut de la mobilité verticale. On ne veut pas de système d'éclairage, on veut de la lumière. On veut pas voilà, on veut l'usage du truc. Puis alors ils ont dit, bah non, de toute façon c'est fuck, hein, soit vous l'achetez, soit ouais. On leur a dit, on s'appelle Bouygues. Ah ouais, voilà, excusez-nous. Donc ils nous ont dit, bah écoutez, très bien. Donc ils ont accepté de jouer le jeu. Donc on est en train de monter un club du matériau as a service. Voilà. Donc et puis finalement, dès qu'il y en a un qui part, bah, tout le monde part. Et donc maintenant, bah, vous tapez sur Internet, il y a tout un tas de boîtes qui font du matériau as a service. Et donc sur les faux planchers, sur la moquette, sur les chemins de cap, sur les armoires électriques, sur les onduleurs, voilà. Et donc l'idée, le modèle économique là, c'est que bon, c'est l'équipementier qui finance l'équipement la première fois, ou il se fait aider par un partenaire financier, parce qu'il y a un problème de BFR, enfin c'est un peu voilà. Il installe le bazar dans le bâtiment, enfin c'est nous qui le faisons ça. Et le preneur, ça lui coûte moins cher parce que ça fait baisser le capex du bâtiment, forcément, parce qu'il ne le paye pas, parce que ça ne lui appartient pas. Par contre, il a l'usage, bien sûr, du truc, et puis l'équipementier ne peut pas prendre l'ascenseur s'il a envie pour l'aller mettre ailleurs. Juridiquement, c'est un peu cadré quand même. Et ça augmente les charges. Alors, dire, bon, oui, alors, ok, très bien, ça coûte moins cher en capex, mais ça augmente en opex. Donc, parce que forcément, il faut quand même que l'équipementier se refasse un peu la cerise sur le truc. Alors là, on a une deuxième idée. Et on s'est dit, mais finalement, si on veut s'en sortir financièrement, enfin, si le preneur, le propriétaire qui peut être utilisateur ou l'utilisateur du bâtiment lorsqu'il est locataire, si on veut qu'il ne paye pas trop de charges, parce qu'il va falloir quand même amortir tout ce matos qu'il n'a pas payé quand même, il faut intensifier l'usage du bâtiment. Pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt? Parce qu'en plus, ça fait des années qu'on sait que nos clients utilisent très très peu leur bâtiment. C'est un peu comme vous, votre bagnole, c'est 4% du temps. Un bâtiment public, c'est 15% du temps. Le reste du temps, il n'y a personne dedans. Un bâtiment privé, enfin tertiaire public, c'est 15%, 15-20%. Tertiaire privé, c'est 20-25%. Et quand on fait un screening par espace, alors là, c'est encore pire. Il y a certains espaces, c'est moins de 2% du temps, voire 1% du temps. Donc là, on a dit pouf pouf, on va créer une boîte, Carbon Shift, donc une filiale d'Equance, et qui va proposer aux clients, ceux qui veulent gagner de l'argent, voilà. On leur dit, on va vous mettre tout un machin, tout un réseau de câbles. Alors ça, c'est un petit savoir-faire qu'on a de capteurs pour qu'on vous regarde, qu'on fasse le screening d'utilisation du bâtiment espace par espace. Alors on laisse ça quelques mois, puis après on retourne voir le client, puis on lui dit, voilà, mon coco, voilà les zones que tu utilises, voilà les zones que tu n'utilises pas, les zones que tu utilises beaucoup, voilà. Et on te propose de faire rentrer le dehors dedans. Donc quand tu n'utilises pas tel ou tel espace, nous, Equance, enfin nous, Carbon Shift, on va te trouver des utilisateurs secondaires. Voilà, pour ton parking, pour ta salle polyvalente, pour ton rooftop, pour ton n'importe quoi, pour faire transpirer l'asset un peu et récupérer des recettes d'exploitation additionnelles qui permet de financer le surcroît d'OPEX dont on a besoin, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. C'est pas complètement idiot de faire ça, parce que ça permet, parce qu'on sait demain qu'il y aura beaucoup moins de bâtiments, on sait qu'on va plus beaucoup construire dans les années qui viennent, parce que d'abord c'est déjà très urbanisé, et la démographie est en berne, etc. Donc les bâtiments, ceux qui seront rentables demain, c'est des bâtiments qui vont être utilisés. Et les bâtiments qui ne seront pas utilisés vont perdre de la green value et vont même faire faillite. Utiliser, partager, ouais. Et ça ne suffit pas pour faire du net zéro. Donc certes, il faut du biosourcé, il faut du géosourcé. Alors ça, c'était le basique de la construction durable, mais ça fait longtemps qu'on sait le faire. Il faut donc des bâtiments banque de matériaux, il faut du matériel de service, il faut du réemploi. Mais quand on fait le calcul, le coin de table, comme dit Janco, on n'arrive pas encore à moins 90%. Et on est loin. Parce qu'il y a un machin qui s'appelle le scope 3B, qui est la mobilité. Alors ça fait chier la mobilité, parce que ça nous plombe notre bilan carbone en coût carbone complet. Et là, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. On l'a trouvé.
Là aussi, on n'a pas mis longtemps, quelques minutes à trouver la solution. Hein. Donc là, il n'a pas besoin d'intelligence artificielle ou de 5G ou de méta. Non, c'était juste du bon sens. Et là, on s'est dit, dans les bâtiments, en fait, il y a quoi souvent? Il y a des parkings. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et à quoi ils servent les parkings aujourd'hui? À rien. Ils servent juste à garer des bagnoles. Et c'est souvent des centres de coûts la plupart du temps. Alors il y a des petits malins quand même qu'on fait louer, qu'on louait le parking, ça s'appelle Indigo. Hein, ça, c'est pas complètement idiot comme modèle économique, mais ça va pas chercher très loin. C'est pas ultra rentable. Et pourtant, c'est des surfaces dans des villes denses. Donc on s'est dit, on va faire transpirer le cochon là, et il faut faire des parkings centres de profit. Voilà, donc c'est ce qu'on a décidé de mettre en place. Donc on est en train de le mettre en place, mais on va le mettre en place. Parce qu'en fait, dans un parking, on peut gagner de l'argent avec plein de façons différentes. Donc le stationnement, ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Mais maintenant, vous savez que les voitures vont être électriques. Donc vous avez bien compris qu'il y aura beaucoup moins de voitures électriques qu'il y a de voitures thermiques. Ça, entre 7 et 8 fois moins, à cause des métaux. Mais il y en aura quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein. Et elles vont faire où leur plein d'énergie, les voitures? Dans les parkings, bien sûr. Elles vont pas, parce que les voitures qui vont aller à la station-service pour des charges rapides, oui, sur l'autoroute, mais dans 95% des autres usages, elles vont venir se biberonner au bâtiment. Et donc, il y aura l'ascenseur qui sera en mobilité verticale, puis il y aura les voitures électriques qui seront en mobilité horizontale. Mais ce seront des devices du bâtiment. Ben oui, parce qu'il va falloir dimensionner l'armoire électrique pour aller recharger ces véhicules de temps en temps quand même. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient super intéressant. Et c'est là que, là pour le coup, on va se gaver. Là. Parce que les parkings vont devenir des hubs de mobilité. Je dirais même des hubs d'électromobilité décarbonée intégrée au bâti. Tous les mots que je viens de vous dire là sont très importants. Parce que c'est la symbiose des différentes disciplines du bâtiment qui est en train de s'opérer. Okay. On est en train de rentrer dans une approche holistique, où la mobilité qui était complètement déconnectée de la vie du bâtiment avant va devenir connectée au bâtiment. Alors pourquoi? Déjà, les véhicules électriques vont se raccorder au bâtiment pour être rechargés. Mais maintenant, vous savez que la nouvelle norme, et c'était 30 ans que ça arrive, c'est des normes où les véhicules électriques vont être to building, donc vont pouvoir aussi renvoyer de l'énergie au bâtiment lorsque le bâtiment va en avoir besoin. Donc le bâtiment, à un certain moment, comme on va rentrer en tarification temps réel de l'énergie tôt ou tard, à un certain moment, le système électronique qui va gérer ça, il va dire « Oh là là, mais j'achète mon kilowattheure 24 centimes à EDF, là, ou 30 centimes en ce moment, ou 45 centimes, alors que j'ai X kilowatts dans mes voitures électriques garées dans mon parking, où pendant tant de temps, je peux aller biberonner 15% ou 20% des batteries sans problème, parce que ça va me coûter beaucoup moins cher. » Donc, pour équilibrer la courbe de charge du bâtiment, il y aura des allers-retours entre, de temps en temps, le bâtiment en courant continu va alimenter les batteries. De temps en temps, les batteries vont alimenter le bâtiment. Et vous allez dire, mais c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que ça va coûter moins cher en énergie. Hein. En matière de... Ça ne consommera pas moins d'énergie, mais ça va coûter moins cher en énergie pour nos clients, bien sûr. Et la cerise sur le gâteau dans tout ça, c'est que quand il y aura suffisamment de batteries, lorsque Enedis, ou plutôt RTE, va dire, au fait, là, j'ai besoin de 1000 mégawatts pendant de 10h10 à 10h45, parce que, voilà, le bâtiment pourra dire, t'inquiète pas, ça s'appelle l'effacement, c'est vieux comme... ça fait longtemps qu'on s'est fait ça, mais les bâtiments vont pouvoir le faire. Et je veux bien m'effacer, mais et tu me donnes combien pour que je m'efface? Donc on sera rémunéré, les bâtiments seront rémunérés pour du courant non consommé. Je ne sais pas si je suis bien clair. Et ça, ce modèle-là, c'est un modèle qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui est en train de se créer. Et bien sûr, les véhicules, ça ne sera plus des véhicules propriétaires. Alors, il y aura toujours les vieux, les plus de 70 ans, là, qui auront leur véhicule propriétaire, mais les jeunes, ceux qui ont à peu près conscience de ce qui est en train de se passer, ils auront un véhicule partagé. Donc, les véhicules partagés, ils vont rouler beaucoup plus, 7 fois plus qu'un véhicule propriétaire. Et donc, on va bien sûr s'entendre avec des loueurs de voitures, et j'en connais, enfin ici il y en a qui en connaissent, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que les gens qui vivent dans le bâtiment qui puissent accéder à ce parking. Si on veut que ce soit rentable, il faudra que le parking soit ouvert à des utilisateurs secondaires, voire tertiaires. Donc le parking va devenir un hub d'électromobilité pour les gens du bâtiment, mais aussi pour les riverains du bâtiment. Et il n'y aura pas que de la mobilité à 4 roues, il y aura la mobilité à 2 roues, donc des vélos cargo. Donc ça va devenir
parce que de temps en temps il pleut, de temps en temps on a une jambe cassée, les gens pourront utiliser le device dont ils auront besoin au moment où ils en ont besoin. Et on va faire de la gamification. Voilà. Ça, on a été inspiré par certaines sociétés qui sont en face ici, là, pour inciter les gens à utiliser le bon device, pour qu'on arrête de voir des mecs de 60 kilos dans des bagnoles de 2 tonnes. Enfin, quand les anthropologues vont voir comment on vivait aujourd'hui, là, avec le gaspillage énergétique, ils vont dire, mais c'était complètement con à cette époque-là. Non, il faut qu'on utilise le device de transport qui est adapté là où on veut aller. Si on a 5 km à faire, on ne prend pas une bagnole. Si on a 5 km à faire et qu'on est normalement constitué, on prend un vélo. Voilà, ça s'appelle du bon sens. Et donc, c'est ça qu'on veut proposer. Et tout ça, c'est des modèles économiques à inventer. On n'est pas dans la technologie, dans le technosolutionnisme. Non, on est dans des modèles économiques. Et l'essentiel, 99% de ce qu'il faut faire pour décarboner, c'est ça. C'est ce genre de truc. Et on a plein d'autres idées. Voilà, donc on est loin de la Startup Nation. Là. Je suis désolé. Mais, non, mais je trouve ça passionnant et j'aurais bien aimé développer, mais restant, on va être pris par le temps. Et donc, en effet, nouveau modèle éco, mais après, il y aura quand même besoin d'une partie techno pour y arriver là, même si je suis d'accord que ce n'est pas la majorité. Juste rapidement, 2 mots, parce que j'ai la question, mais après, tout de suite, on passe à la suite. Du coup, et à quel horizon, du coup, tu vois tout ça mis en place, ce modèle-là de mobilité? Ça dépend que de moi, ma pauvre. Aujourd'hui, il n'y a pas de frein technologique. Il n'y a pas de frein. Tout ce que je viens de vous dire, ça se fait avec des technologies d'aujourd'hui. De changement. Donc, parce que compter sur des technologies qui n'existent pas encore pour faire la décarbonation, faire la neutralité carbone en 2050, c'est comme prier un doute pour que ça nous protège de la réalité. C'est le même niveau. Hein. Donc, moi, je suis assez pragmatique. Je me dis, oui, peut-être que demain, si ma tante en avait et que la technologie progresse, on va y arriver. Mais je rappelle qu'on est en 2024, que le GIEC nous dit qu'on a 380 gigatonnes de CO2 de budget pour rester sous les 1,5 degré. Alors, tout le monde est mort de rire. Qu'au rythme actuel des émissions mondiales de 51 gigatonnes, on aura bouffé ce budget avant 2030, c'est-à-dire 70 ans avant l'échéance. Et que si on continue d'émettre comme on émet, on sera sur un réchauffement moyen à 4,5 degrés ou 8, RCP 8,5 du rapport du GIEC. Autant dire qu'à l'horizon 2100, les 3/5 de l'humanité sera inhabitable. C'est ça la vérité de la science. Le reste, je ne veux même pas l'entendre. Donc, me dire que oui, alors peut-être qu'avec l'hydrogène combiné à l'intelligence artificielle, et puis, etc., on va peut-être y arriver avec des surgénérateurs, etc., quand on voit le temps qui nous reste pour agir, vu qu'on a juste 50 ans de retard, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, soit on change les règles du jeu, on change le modèle d'affaires, et on peut maintenir les conditions d'habiter de la planète, et on peut faire en sorte qu'en France, on vende en fait un savoir-faire lié aux transformations de modèles, parce que c'est 99% de l'effort. Soit on continue de croire que les startups vont nous sauver. Moi, on a besoin des startups. On a besoin des startups au service de la déconsommation de carbone sur des produits et des services essentiels. Là, oui, il faut y aller vite possible, mais il ne faut pas non plus se leurrer. On a aujourd'hui, et ça c'est grâce au génie de nos ingénieurs des années d'avant, on dispose aujourd'hui de tous les savoirs technologiques pour décarboner. C'est pas ça la limite. La limite, elle est culturelle. Il faut arrêter de croire qu'on va avoir les mêmes niveaux de vie matériels demain qu'on a aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'on ralentisse la machine très, très, très fortement et qu'on garde de ce qui doit fonctionner dans la machine économique demain que les produits et les services essentiels. Parce qu'on ne pourra pas à la fois verdir l'essentiel et verdir le non-essentiel. Ça, ce n'est pas possible. C'est un problème de disponibilité de flux physiques et c'est un problème de disponibilité de flux matériaux. Okay. Désolé. Non, merci beaucoup, c'est très clair. Juste pour finir, du coup, un petit teasing en effet, donc sur l'event, tu voulais qu'on parle, du coup, la grande soirée au Rex, du coup, le 30 avril, les roues de l'avenir. Tu veux dire, alors, vraiment en 30 secondes, sinon je vais me faire taper parce que là, vraiment, timing, on dépasse. Ouais, bon, c'est trop bien comme événement, donc je vous encourage à venir. Il y a de la place, 2703 places, c'est au Grand Rex. C'est 3 petits jeunes, eux ont vraiment tout compris ce qui est en train de se passer, des jeunes bien formés, et qui ont décidé de dire, voilà, bon, la mobilité décarbonée dans les villes, c'est du vélo. Bah oui, c'est du vélo, ça, c'est sûr que c'est du vélo, et donc toutes sortes de vélos. Et donc, ils ont tourné un documentaire qui s'appelle Les roues de l'avenir, où ils ont été voir dans plusieurs pays européens comment ça s'est développé depuis 30 ans. Et
comment ça s'est développé, comment les infrastructures se sont modifiées. Et ça nous intéresse beaucoup chez Bouygues, parce que nous, on adore Anne Hidalgo, hein, parce que c'est vrai, elle met des pistes cyclables partout, et nous, on a Colas dans le groupe Bouygues, donc je peux dire que c'est trop bien qu'elle continue comme ça, qu'elle fasse plein de pistes cyclables, ça nous fait du boulot, et ça fait du carbone évité. Voilà, donc ça, c'est trop bien. Et donc, ce documentaire parle de comment, en fait, à la fois, ça change la physionomie des villes, et ça a plein d'effets de co-bénéfices sur la qualité de l'air, sur le bruit, sur la santé, sur la lutte contre l'obésité, sur la bonne humeur. On ne peut pas imaginer tous les co-bénéfices qu'il peut y avoir autour de ça, et que finalement, c'est même bon pour l'économie, parce qu'il y a plein d'effets collatéraux qui sont très bons pour l'économie, et tout le documentaire explique ça très très bien. Donc c'est que des avantages. Donc il y aura d'abord une humoriste qui s'appelle Swan Périssé qui fera un stand-up, le documentaire Les roues de l'avenir, qui est très bien fait, qui est très précis, avec des chiffres, et ensuite il y aura une table ronde avec une spécialiste des low-tech, parce qu'en fait, le vrai futur, c'est les low-tech, il faut le savoir. Et il n'y a pas de low-tech, ce n'est pas de la basse-tech. C'est d'arriver à faire beaucoup plus avec beaucoup moins de matière, mais dans une approche vraiment de frugalité extrême. Il y aura le spécialiste Sten Østern, j'arrive jamais à donner son nom, c'est un Danois qui a lancé la mode du vélo dans les pays nordiques il y a quelques années. Et puis votre serviteur, qui est bien sûr vélo-taffeur depuis des années, Brompton Bicycle, et qui donnera l'expérience du passage au vélo dans beaucoup d'entreprises, comme quoi c'est devenu pratiquement même un mode de vie dans beaucoup d'entreprises où les collaborateurs qui peuvent, bon, ceux qui ne sont pas trop loin bien sûr, qui peuvent venir à vélo, qui viennent à vélo, eh bien ça a complètement changé leur vie, hein, notamment avec l'initiative Bicycle qu'on a mis en place avec AKTMT il y a quelques années. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc le 30 avril au Grand Rex. Ok, merci Fabrice pour cette intervention très intéressante. Et donc je vais demander à Hubert, Grégory et Christophe de me rejoindre sur scène. Alors je sais pas, il n'y a pas de plan de table, installez-vous comme vous voulez. Ok, donc rapide transition. Je ne vais pas du coup représenter les activités du Hub parce que du coup Mathilde l'a déjà fait. Ce qu'il fallait, je pense, à dire, donc c'est bien noter que les propos partagés ne sont pas des positions officielles des entreprises concernées, mais l'opinion personnelle des participants experts de leur sujet. Voilà. Et donc table ronde. Donc, comment les startups et les grands groupes révolutionnent-ils les transports pour accélérer la transition vers la mobilité verte? Et donc pour discuter de ce sujet, donc j'ai le plaisir donc de recevoir aujourd'hui donc Hubert Heiss Narbonne. Bonjour. Donc tu es directeur des partenariats et du financement vert chez Transdev. Ensuite donc Christophe Gürtner. Donc tu es chairman et CEO de Forsy Power. Merci d'être là. Et Grégory Ducongé, tu es CEO de l'entreprise Vulog. Donc, ce que je vous propose peut-être de démarrer, c'est peut-être chacun de vous présenter rapidement en quelques mots ce que fait votre entreprise. Et puis, on va déjà commencer par là, en fait, step by step. Du coup, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Hubert. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Hubert Heiss Narbonne, je travaille donc comme directeur des partenariats et du financement vert pour le groupe Transdev. Alors c'est quoi le groupe Transdev ? Eh bien c'est un groupe de transport public parmi les leaders mondiaux. Ça fait à peu près 9,3 milliards de chiffre d'affaires dans une vingtaine de pays dans le monde et ça opère l'ensemble des modes de transport public, bus, car, tramway, métro, ferry. Voilà, ça fait une activité à peu près, la France représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Et donc moi, mon rôle ici, ça fait 15 ans que je suis chez Transdev et ça fait 10 ans que j'interagis en fait avec les startups. Donc j'ai une bonne expérience sur ce sujet-là que je vais partager avec joie. Par exemple, qu'on pourra partager. Merci. Bonsoir à tous. Donc mon nom est Christophe Gürtner. Donc je suis président directeur général de Forsy Power. Forsy Power, nous sommes une ETI française qui a 12 ans d'ancienneté. Notre siège est ici en région parisienne. Nous sommes à peu près 800 salariés, dont à peu près les 2 tiers à l'étranger, un peu moins des 2 tiers à l'étranger. Notre chiffre d'affaires est de l'ordre de 170 millions l'année dernière.
Notre métier, Forsee Power, est d'être concepteur, fabricant, intégrateur de systèmes de batterie pour la mobilité électrique. La mobilité électrique, pour nous, c'est un certain nombre de segments de marché. C'est la mobilité légère, donc c'est à partir du scooter, le tricycle, petit quadricycle, véhicule urbain utilitaire, pas de voiture particulière. Et puis ensuite, le segment le plus important, qui sont les véhicules lourds, donc batterie, électrification de bus, camions, trains, véhicules non routiers, agricoles et ferroviaires. Notre clientèle est en fait, 95% de nos clients ne sont pas français. Donc notre activité est extrêmement internationale, elle va aux quatre coins de la planète. Activité nouvelle, l'électrification, énormément de clients, énormément de projets. Peu d'entre eux aujourd'hui ont du volume. Donc le gros du volume est à venir. Voilà. Donc on a des usines en Asie, en Inde, en Chine, en France, en Pologne et aux États-Unis. Et elles sont à charger. Elles sont déjà chargées, mais elles restent encore beaucoup chargées. Voilà. Pour le moment. Vous êtes prêts? Bonsoir, Grégory Ducongé, donc je suis le directeur général de la société Vulog, société niçoise, donc dans le sud de la France, société d'une centaine de personnes, spécialisée dans les nouvelles mobilités. Donc notre mission, c'est de faire en sorte de transformer la mobilité pour faire en sorte que demain, nous n'ayons plus besoin, dans les grandes villes notamment, de posséder le véhicule, mais de basculer sur un mode d'usage. Donc c'est une bonne transition par rapport à ce qui a pu être dit auparavant pendant la keynote. Donc on fournit une plateforme techno qui va permettre à des opérateurs qui opèrent des services grand public ou des services dans des entreprises de déployer des solutions d'autopartage, de partage en général de la mobilité. Donc on fait ça à plutôt grande échelle aujourd'hui. On est présent un peu partout dans le monde. On travaille avec pas mal de constructeurs automobiles, des distributeurs automobiles, mais également des boîtes dans l'énergie et également des startups qui ont toutes pour ambition de véritablement transformer la mobilité pour avoir un monde demain où il y aura beaucoup moins de voitures, donc les 1,4 milliard de véhicules dont on parlait tout à l'heure, peuvent très facilement se transformer avec un peu de volonté politique en beaucoup moins de véhicules. Et voilà, c'est notre mission au quotidien de faire en sorte de diminuer le nombre de bagnoles dans nos villes. Merci. Alors, premier sujet, en effet. Donc, pour quelles raisons collaborer avec un grand groupe ou une start-up et comment crée-t-on une relation fructueuse entre une start-up et une grande PME ou un grand groupe? Ce que je trouve intéressant, là, vous avez partagé ça entre Vulog et Forsee Power, c'est justement dans cette relation-là, vous n'avez pas du tout la même expérience. Peut-être commencer par Vulog, au départ, justement, quand tu étais une start-up, comment ça s'est passé au début avec les constructeurs? Si tu peux nous raconter ça. Oui, Alors, au début, on était probablement très naïfs sur le sujet parce qu'on voyait effectivement une collaboration potentielle avec un grand groupe comme étant une véritable opportunité pour faire demain éventuellement beaucoup de business. Et on s'est très vite rendu compte que malheureusement, dans de nombreux cas, si les planètes ne sont pas totalement alignées dès le démarrage de la relation, si les objectifs ne sont pas partagés, on se retrouve finalement à travailler pour pas grand-chose, voire même rien du tout, donc une perte de ressources, une perte de focus sur le business core de la société, et donc une perte d'énergie. Donc les premières expérimentations qu'on a pu avoir n'ont pas été remplies de succès, c'est moins qu'on puisse dire. Donc on a appris de ces échecs, et dans un second temps, on a travaillé avec des partenaires avec qui on a partagé des objectifs clairs. Okay, quel est l'objectif business à atteindre? Quel est l'objectif du projet? On fait systématiquement payer ces grands partenaires, parce que ces grands partenaires, ils ont les moyens de payer lorsqu'on parle de POC, de pilotes, etc. Et donc maintenant, on est dans des relations beaucoup plus positives avec ces partenaires-là, qui deviennent maintenant des clients, voire des très gros clients. Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup appris de nos erreurs du début, et c'est vraiment un gros risque aujourd'hui pour les startups d'une façon générale que de se faire, j'ai envie de dire, un peu bouffer par les grands groupes. Car il y a quand même beaucoup de grands groupes aujourd'hui qui cherchent de l'innovation, etc., et qui ont tendance à un peu amuser les startups. Donc il faut faire extrêmement attention, extrêmement prudent sur le sujet. Oui, c'est comme si on enchaînait avec toi, Christophe, où en effet, quand on a préparé la table ronde de Sophie, donc en effet, depuis 2011, vous travaillez avec les constructeurs, et j'avais noté la phrase, elle mettait en effet, il fallait faire attention de miser sur le bon cheval pour ne pas se faire absorber
Ça a été quoi vos expériences au début quand vous avez travaillé avec les constructeurs? Alors, effectivement, j'allais dire, oui, ne pas se faire absorber, c'est une question d'abord de moyens, bien sûr, il faut les moyens de ne pas se faire absorber. Et la deuxième chose, c'est une question de positionnement. Dans le monde de l'électrique, la mobilité électrique, il y a plein de segments de marché où les constructeurs eux-mêmes ont propension, ont volonté, et ça se comprend, d'intégrer le métier. Et lorsqu'ils sont capables de le faire, lorsqu'on n'est pas suffisamment de poids par rapport à certains segments de marché, on se fait absorber. C'est la raison pour laquelle, notamment, le marché de la voiture particulière, le marché de masse, évidemment, on n'a pas de place là-dedans, même si de temps en temps on peut les aider, on n'a pas envie de les aider, parce qu'on sait qu'on les aide juste à court terme pour 1 an, 2 ans, et après, ils vont le faire par eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle le gros travail sur un marché non mûr qui se construit au fur et à mesure, c'est de trouver le segment dans lequel se positionner. On a de la valeur, c'est-à-dire on est à la fois important pour le fournisseur et important pour le client, où à la fois le fournisseur ne sait pas faire le job et où le client ne sait pas faire le job. Et c'est vraiment de se développer dans un segment qui se construit, durable, où on peut bâtir son modèle. Là, c'est un point. Le deuxième point, c'est que quand on a démarré en 2011, on va dire 2011 à 2016, alors on était on est une quasi-start-up, on était une petite équipe, une trentaine, quarantaine de personnes. La source du démarrage, c'était une entreprise que j'avais déjà construite avant, mais en Chine, avec un bureau d'études en France. À un moment en 2011-2012, où faire de l'électrique, moi qui passais ma vie en Asie, faire de l'électrique en 2011, ça faisait 10 ans que les Chinois mettaient des milliards et des milliards et des milliards à le faire, c'était évident. Ici, c'était un truc de rêveur. Donc il fallait au début trouver des projets avec des groupes suffisamment grands qui pouvaient à la fois nous financer les projets, les faire valider et avoir l'espoir derrière d'avoir un petit peu de série. Ça a duré jusqu'en moins 2016-2017, Dieselgate, pouf, début du basculement, où ces clients grands groupes ont commencé à démarrer des séries. Et à ce moment-là, on nous dit, bon, ok, de toute façon, dès que le marché va grandir, vous étiez sympa, vous nous avez fait les protos, après, c'est nous qui allons le faire. Et donc là, il fallait bien se positionner de façon à ce que le après, il constate rapidement que, ah non, on ne sait pas le faire, on continue avec vous. Et donc, c'est cet ajustement permanent qui est important. Et effectivement, comme pour vous, c'est de trouver des groupes d'une certaine taille qui peuvent nous financer les développements de démarrage, pas des startups comme nous, ou quasiment comme nous, qui ne peuvent pas payer et qui, dans 80% des cas, chutent. Donc, c'est de trouver des clients solvables. Mais même dans ce cas-là, de temps en temps, vous trouvez des grands groupes. Vous faites mauvaise pioche, vous travaillez pour un grand groupe, et j'ai de superbes exemples que je ne veux pas forcément citer, des boîtes très connues qui se sont ramassées comme des crêpes. Donc, il n'y a pas de panacée. C'est pas simple que ça, mais du coup, le choix du segment, c'est intéressant ça. Ok. Donc, Transdev, Uber, alors toi, donc, autre positionnement. Je trouvais ça intéressant en effet que justement la collaboration et ce que vous avez comme valeur ajoutée, ce que vous apportez, donc pas de pognon, mais par contre en effet sur le lien terrain, et ça c'est vraiment une réelle force. Est-ce que tu pourrais un peu plus expliquer? Alors, tout à fait. Alors déjà, je pense que c'est important de préciser qu'un grand groupe, ça veut dire plein de choses. On ne travaille pas du tout de la même manière avec un grand groupe industriel qui a une forte composante R&D, avec un groupe de services ultra décentralisé comme Transdev. Donc ce qui est important d'abord, c'est de savoir avec qui on parle et quels sont les intérêts avant de se précipiter sur une marque. Voilà. Alors nous, chez Transdev, on est un grand groupe, c'est sûr, 10 milliards de chiffre d'affaires, on est un des leaders mondiaux, 100 000 personnes, mais en fait, on a une rentabilité très faible qui est liée à notre métier. On n'est pas les seuls, nos compétiteurs sont comme nous. Et du coup, on a très peu de moyens pour l'innovation, mais du coup, on fait ça de manière différente. On apporte d'autres valeurs que de l'argent. Mais on le dit de manière très claire, parce que pour moi, ce qui est important avec une start-up, la valeur, un actif très important d'une start-up, c'est son temps. Et donc, ce que ne doit pas faire le grand groupe, c'est de lui en faire perdre. Et donc, pour ça, il faut déjà éviter de tomber sur les mauvais interlocuteurs. Et ensuite, il faut être extrêmement transparent et très vite sur les besoins et les attendus. Donc, nous, chez Transdev, ce qu'on fait, c'est que quand on a identifié une start-up avec laquelle on peut travailler, on va la faire descendre très 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 vite sur le terrain. On va pas forcément faire un truc, on va dire, pour les 10 prochaines années, mais on veut vraiment faire du concret très vite. Et donc, en fait, pour ça, il faut savoir faire un contrat qui ne fait pas 50 pages.
il faut savoir aussi avoir un service juridique qui est capable de comprendre que oui, on va prendre des risques, mais c'est pas grave. Oui, peut-être que effectivement la start-up, oui, elle pourra peut-être bosser avec le compétiteur, mais c'est pas très grave. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a intégrées. Ça fait 10 ans en fait qu'on travaille dans une équipe très resserrée en fait entre la direction d'innovation de Transdev, la direction juridique avec 2 juristes qui sont depuis, on a appris ensemble, et puis pour ma part tout ce qui est structuration, c'est-à-dire quand je vais discuter avec une start-up, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble, comment on va structurer notre relation en fonction de nos besoins réciproques et de nos contraintes réciproques. Je pense que c'est important, et donc du coup on a appris ensemble et aussi au contact des startups avec lesquelles on travaille, des modèles qui permettent d'apporter de la valeur à la start-up sans forcément que ce soit de la valeur financière. Nous, pour une start-up, on peut être par exemple un énorme cheval de Troie pour un contrat, puisque nous, nos clients, c'est les municipalités. Donc si on met la solution de la start-up dans nos contrats, ça la fait connaître à notre agglomération. Et les agglomérations qui aiment bien l'innovation, eux, ils aiment bien mettre en avant de dire que leur ville elle a quelque chose de mieux que celui d'à côté. Et donc dans ces cas-là, ça peut permettre à la start-up, par exemple, d'avoir un effet de notoriété. Ça peut également, avec notre expérience terrain, on met à disposition du temps de personnes qui vont faire le retour aux startups sur leurs solutions, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, etc. Voilà, donc globalement, on est relativement cash. Enfin, moi, en tout cas, je le suis très, très cash. Dès le début, dès que j'ai avec les startups qu'on rencontre, qu'on se dit tout de suite ce dont on a besoin. Moi, je dis tout de suite, attention, chez nous, on a un groupe décentralisé. C'est pas parce qu'on va faire copain ensemble et qu'on va pouvoir faire un truc que ça veut dire que vous allez déployer sur les 150 filiales du groupe en France. Nous, chez Transdev, celui qui décide, c'est le mec de terrain. Donc, du coup, si le mec de terrain, il y a une inno que ça lui plaît pas, j'aurais beau lui dire au siège qu'il faut qu'il la prenne, il me dira, t'es gentil, mais c'est mon PNL. Donc, non. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que la possibilité justement d'une start-up pouvoir intégrer les appels d'offres pour les marchés publics, pour les aider là-dessus, c'est vrai qu'il y a un gros sujet. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, il y a eu l'enveloppe innovation à 100 000 euros qui est sortie. Mais puis, il y a aussi un autre sujet qui, dans notre métier, a quand même tué une ou deux start-up avec lesquelles on travaillait. C'est qu'il y a en fait des centrales d'achat marché public qui permettent en fait en termes de référencement, il y en a qui sont référencés et d'autres non. Donc si tu n'es pas référencé, tant pis, tu n'as pas d'accès à ton marché. Et même si tu as une super solution, si tu ne te fais pas référencer à la CATP, la centrale d'achat de transport public ou à l'UGAP, tant pis pour toi. Et donc ça, c'est sûr que si une startup, on ne le connaît pas dans notre métier, ça, on peut ne plus avoir accès au marché, ce qui est évidemment dommage. Tout à fait. Ok, donc maintenant le sujet, si on parle des différentes formes de partenariats du coup établis historiquement entre start-up et grands groupes, on peut parler d'open innovation, d'incubation, d'accélération, de participation, de corporate venture. Si on reprend avec toi, Hubert, tu avais parlé d'une expérience intéressante avec Floli quand on avait échangé. Je trouve que ça pourrait être intéressant de mettre ça en avant. C'est une expérience assez atypique. À ma connaissance, aucun grand groupe, je ne sais pas si chez Bouygues on saurait faire ça, mais je ne sais pas, peut-être. En fait, j'ai été confronté à une situation en 2016 assez atypique. J'ai mon directeur général France qui est venu me voir. Il m'a dit, écoute Hubert, je suis ennuyé là. On a un salarié qui vient de déposer à titre perso un brevet. Ah. Et en fait, non, mais il avait quand même le droit d'expérimenter le truc. Le directeur de l'INO lui a dit OK. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Il a déposé un brevet. Et c'est sur un truc qui est super important, qui est la fréquentation dans les bus. Parce qu'on sait avec le ticket où est-ce que ça monte, mais on ne sait pas où est-ce qu'il reste, où est-ce qu'il descend. Et donc, Et donc, dans ces cas-là, on s'est dit, là, il va falloir qu'on trouve quelque chose d'innovant, parce que sinon, la RH, etc., tout le monde va nous dire. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, on lui a créé sa start-up à ce salarié. Donc, c'est notre service juridique qui a créé sa start-up. Il a pris une part majoritaire dans cette start-up et en parallèle, pendant 5 ans, il a été salarié de Transdev normalement, dans un vrai boulot. Alors évidemment, il a fallu bosser un peu avec les RH, il a fallu aussi bosser avec l'éthique pour être sûr qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt entre ce qu'il faisait le week-end dans son garage et en même temps, parce qu'il était juste patron de notre filiale à La Réunion. Donc c'est pas non plus un petit job. Et donc en fait, on lui a permis, à travers 5 expérimentations et justement un référent opérationnel qui lui a donné des feedbacks, de grandir, de valider son modèle, de le mettre en contact, etc. Et tout ça avec effectivement le fait qu'il soit complètement salarié et surtout patron majoritaire de sa start-up. Et on savait très bien, c'était convenu depuis le début, qu'à un moment, quand sa start-up elle serait suffisamment grande et qu'il aurait assez d'argent, il sauterait dedans. C'est ce qui s'est passé en 2021. Donc, il nous a quittés pour rejoindre évidemment sa start-up, qui du coup n'a levé aucun euro de capital en dehors du fait qu'il a apporté son brevet à titre perso à la start-up et que nous, on a apporté un peu d'argent, mais pas beaucoup, à hauteur de tout juste ce qu'il avait mis pour être minoritaire.
Et ensuite, maintenant, c'est une startup qui est profitable. C'est une startup qui n'a pas levé de fonds, donc il a encore les manettes. Et c'est probablement, pour moi, une des plus belles réussites d'innovation de Transdev en France des 3-4 dernières années, puisqu'il a créé une solution qui n'existait pas et qui rentre pile dans les chaussures de nos clients, qui est extrêmement appréciée par nos clients. Et donc, on a aussi le plaisir de savoir qu'il travaille avec nos compétiteurs, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il ne va pas avoir que son marché étroit, il travaille aussi à l'étranger, on l'a accompagné en Australie, enfin bref, voilà. Donc c'est possible de faire des choses innovantes quand on accepte de sortir un peu des sentiers battus, ce qu'on a réussi à faire là, dans cet exemple qui est assez sympa. Merci. Du coup, maintenant, si on passe au cœur du sujet, à part si vous avez, Grégory, Christophe, quelque chose de spécifique sur la relation start-up-grand groupe que vous voulez ajouter, ou on continue. Donc, si on parle là vraiment sur le cœur du sujet, en effet, donc sur la mobilité verte, donc en effet sur le sujet de décarbonation, en gros, on peut mettre 3 axes fondamentaux et ça va reprendre un peu des choses que disait Fabrice sur la partie vraiment comment réussir à maîtriser, comprendre, agir sur la demande et les comportements avec toute la notion de sobriété. Il y a toute la partie de reporter, réussir à favoriser les modes les plus économes favorables à l'environnement avec le report modal. Et il y a la partie en effet de réussir à optimiser et comment on réussit à améliorer les technologies existantes pour limiter son impact sur l'environnement. Et donc, c'est là, du coup, où l'innovation, l'électrification, les carburants durables vont pouvoir aider à contribuer à ça. Donc maintenant, si on parle de perspective et d'intuition sur cette thématique-là, pour vous, c'est quoi les principaux défis, opportunités spécifiques que présente le futur de la mobilité verte pour votre activité start-up? Et ça serait quoi, du coup, les ajustements nécessaires dans vos stratégies et vos opérations? Voilà, Christophe, je laisse commencer. Alors, pour nous, les objectifs principaux, on n'est plus start-up, on est UTI. D'ailleurs, dans notre métier, même si on est relativement petit, 170 millions de chiffres, 800 personnes, on est aujourd'hui, dans notre segment, le plus gros acteur mondial hors Chine. Bon, ça montre qu'il y a du potentiel de croissance dans la mobilité électrique sur les véhicules commerciaux et industriels. Alors, le marché chinois, il est infiniment plus grand. Mais en dehors de Chine, le principal challenge, le principal défi pour nous, c'est que les innombrables contrats que nous avons à travers le monde ne soient pas juste des protos, des pré-séries, mais que ça bascule en série. Et donc, il faut à la fois que nos clients eux-mêmes, ils aient les commandes, donc il y a un appétit du marché par rapport à leurs véhicules, et d'autre part, que leur organisation technologique et industrielle, ils la basculent du thermique vers l'électrique. Ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, on a des segments comme, par exemple, le marché du bus, qui est le premier segment qui génère du volume pour nous. Là, la bascule est faite, la croissance est encore devant nous. Si on prend, par exemple, le marché, en revanche, du camion, ça ne fait que démarrer. Si on prend le segment du train, ça démarrera dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Si on prend le segment de la construction, de l'agricole, du minier, qui sont plein de secteurs différents, ça ne fait que démarrer. Donc pour nous, le challenge, effectivement, c'est entre guillemets, parfois de déstresser nos clients qui sont des débutants. Les gens qui viennent du thermique sont des débutants dans l'électrique. C'est de les accompagner vers l'électrique, de les aider à convertir plus rapidement. C'est notre intérêt, c'est parfois également le leur parce qu'ils ont des concurrents qui arrivent plus vite, de façon à ce que nous-mêmes, au-delà des énormes frais de développement que nous avons, on a 50% de nos frais, 40% pardon, de nos frais indirects, c'est de la R&D et de l'engineering, de façon à ce que le volume de production soit là pour avoir une véritable rentabilité. Donc nous, c'est une guerre de basculement, de vitesse de basculement, de volume, mais également de réalisme, c'est-à-dire comme les marchés sont nouveaux, le client souvent jette des chiffres sur la table qui sont délirants dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Donc aujourd'hui, c'est plus tellement la conversion de gagner des projets, on en a partout, beaucoup trop, mais c'est de faire des projets profitables. Voilà. Du coup, les accompagner dans la conduite, vraiment. C'est plus l'accompagnement de nos clients que notre propre auto-accompagnement, on va dire. Oui, je comprends ça. Et il y a un secteur d'activité plus compliqué que d'autres Oh non, chaque segment a ses difficultés. J'allais dire que des difficultés, plutôt la durée, le cycle de transformation. Quand vous avez, par exemple, on a été ces 2-3 dernières années énormément sollicité par le secteur aéronautique. Quand on nous dit qu'on a un cycle de 10-15 ans avant de faire du volume, on adore les projets, et on se dit on n'a pas un investisseur, pas un banquier, qui nous suivra pendant 10-15 ans.
Donc il faut trouver des projets qui Actif. transforment. Donc c'est surtout ça qui est important. Et des clients où on a pas une certitude, mais une intime conviction, une forte conviction, mais pas que juste la conviction, mais de l'analyse, qui montre ce client-là, à qui on va consacrer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, une 10, 15 ingénieurs, à travailler avec ces 10, 15, 20 ingénieurs, à transformer son véhicule avec véhicule électrique, c'est que lui, dans 3 ans, quand il lancera son véhicule, il va en vendre. Parce que si au bout de 3 ans, il n'en vend pas, on aura consacré, même s'il nous paye ces quelques 10 ingénieurs, 15 ingénieurs, c'est la perte d'opportunités et le vrai payback qui fait qu'il arrive quand il y a du volume. Et voilà, en 80% des startups, malheureusement, ça se finit mal. Et c'est pas pour autant qu'il faut qu'il ne faut pas en accompagner certaines, mais parfois les grands groupes, ça se finit très mal aussi. Et du coup, c'est vraiment une relation de confiance, après du coup du gagnant-gagnant au bout de 3 ans, quoi. Absolument. Et puis derrière, comme on fait, par exemple, nous, beaucoup de ce que l'on fait, c'est on vend un constructeur qui lui-même vend à un gestionnaire de flotte, quand c'est un camion, lorsque c'est un équipement de construction, lorsque c'est un train, un opérateur de transport, lorsque c'est un bus. Donc c'est également d'aller plus loin que la relation industrielle, avec l'OEM, avec le constructeur du véhicule, mais vraiment de travailler directement avec l'opérateur de transport. Parce que l'électrique détermine c'est d'ailleurs le plus gros du coût du véhicule, et ça détermine la performance du véhicule. Le TCO, le coût d'exploitation total, le coût total d'exploitation du véhicule, va défendre de la manière dont on utilise le véhicule dans son environnement, dans un parc de véhicules, avec des chargeurs, avec plein d'autres critères qui détermineront vraiment, pour l'opérateur, je vais gagner, ou l'exploitant, je vais gagner, je ne vais pas gagner d'argent. Très clair, merci. Du coup, Grégory, toi, en termes de défis, opportunités, du coup, pour la suite et voir les ajustements nécessaires, ça donnerait quoi pour Vulog ? Le gros challenge auquel on fait face, c'est l'accélération de la transformation, donc du mode possession du véhicule à usage du véhicule. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un de nos clients déploie une flotte de véhicules partagés, donc en autopartage ou en location digitale dans une ville, on voit qu'il y a tout de suite l'adhésion du public, avec des volumétries qui sont vraiment conséquentes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on travaille notamment avec un client à Vancouver qui opère une flotte en autopartage de 2500 véhicules. Ils ont plus de 300 000 utilisateurs actifs au service. Ces utilisateurs-là, donc, pour la grande majorité, ont abandonné leur véhicule personnel. Si ce n'est pas les 2 véhicules personnels du ménage, en tout cas, ils en ont abandonné un. Et ils utilisent beaucoup plus les transports en commun, le vélo, la marche. Donc il y a un vrai impact très significatif sur l'environnement, sur les émissions de CO2, etc. Donc voilà. Le challenge pour nous aujourd'hui, c'est faire en sorte que l'exemple qu'on a à Vancouver, on arrive à le déployer un peu partout dans le monde. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est quand vous opérez ce type de service, vous opérez une flotte de véhicules, donc des assets importants, et donc ce n'est pas donné à n'importe quelle entreprise de se lancer sur ce type de segment. Donc aujourd'hui, nos principaux clients et nos principales cibles sont essentiellement les constructeurs automobiles, les distributeurs automobiles, les compagnies d'assurance, les sociétés d'énergie, etc., etc. Donc des grands groupes qui vont avoir la capacité financière d'accompagner cette transformation. Ces grands groupes aujourd'hui, ils sont plutôt à l'aise sur leur business traditionnel. Si on prend les constructeurs automobiles, ils continuent à vendre des bagnoles. Ils se sont fait pas mal d'argent ces dernières années avec les problématiques de pénurie qu'il y a pu y avoir sur les composants électroniques. Donc en fait, ils ne sentent pas une menace énorme pour pouvoir transformer leur business model. Les distributeurs auto, c'est pareil. Si vous prenez quasiment toutes les industries, c'est un peu la même chose. Donc nous, notre challenge, c'est leur faire comprendre qu'ils ont un mur en face d'eux. Et donc il faut qu'ils transforment leur business model le plus rapidement possible, en commençant maintenant avec un certain nombre d'initiatives. Une des choses qu'on nous répond assez régulièrement, c'est oui, mais ce n'est pas un business model rentable. Et c'est vrai que par le passé, quand on regarde les news très régulièrement un peu partout, quand on parle de mobilité partagée, on entend tout le temps faillite, ça ne gagne pas d'argent, ça ne marche pas. Donc face à ça, on a décidé il y a un peu plus de 2 ans maintenant de lancer notre propre service de mobilité à Lyon. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Lyon, on a un service de mobilité qui cartonne avec 400 véhicules dans les rues de Lyon qui s'appelle Léo & Go, avec une offre d'autopartage, de location digitale et d'abonnement
entreprises, particuliers. Et on a voulu, avec ce service, démontrer qu'à partir du moment où un service était opéré correctement, vous pouvez avoir à la fois rencontré votre public, donc un public très important, donc on a plus de 30 000 utilisateurs à Lyon aujourd'hui, et être rentable. Ce service, il est rentable après uniquement 21 mois d'opération. Donc grâce à ce service aujourd'hui, on est en mesure de démontrer à tous nos clients potentiels, donc les constructeurs, etc., que c'est un vrai business model, que ça accompagne leur transformation à venir et que c'est maintenant qu'il faut y aller, avant que les petits copains y aillent. Donc on est vraiment dans cette logique aujourd'hui où on va essayer justement de démultiplier les projets via ces grands groupes. Donc c'est plutôt super excitant de voir justement ce qui se passe en ce moment, parce qu'on se rend compte quand même qu'il commence malgré tout à y avoir un vrai mouvement dans ce sens-là, une vraie prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs qu'il faut maintenant bouger. Donc l'avenir est plutôt positif, donc ça fait plaisir. Ok, merci. Et du coup, toi, Hubert, pour finir sur cette partie perspective et intuition, ouais, tu avais parlé un peu de projets de cap. Sur les défis, hein, pour moi, le défi principal en tant qu'opérateur de transport public, hein, nous, on est un peu à la croisée entre l'électrification, parce qu'on électrifie nos bus-cars, même si c'est très faible, hein, et puis la mobilité partagée, parce qu'on opère aussi des services de mobilité partagée, autopartage, transport à demande, etc. Donc, je dirais que le sujet financement, c'est un sujet clé, hein, parce qu'aujourd'hui, un bus électrique, même en rétrofit, hein, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Et même si effectivement à l'usage électrique, évidemment beaucoup plus intéressant, il faut le petit coup de pouce pour pouvoir le faire. Surtout que nous, nos clients, elles n'ont plus d'argent. Nos clients, c'est les municipalités. Les bus, ils sont détenus par les municipalités, pas par les opérateurs. Et donc, les petites municipalités, elles n'ont pas les moyens, souvent. Les grosses, encore, ça va. Elles sont en plus contraintes par la loi. Donc ça aide, évidemment. Parce que dans les cas où c'est pas contraint par la loi, là, le taux d'électrification est vraiment très faible. Parce que, évidemment, l'Euro 6 est considéré comme low emission. Donc pour aller sur ce sujet de financement, on a agi et donc on a été voir deux autres grands groupes de trucs de fou. On a été voir Total Énergie et EDF et ensemble, on a été porté en 6 mois une fiche d'opération standardisée de certificat d'économie d'énergie sur les bus, cars et opérations de rétrofit en France. Dans ce dispositif qui existe depuis 20 ans, jamais une fiche n'est sortie aussi vite que celle-ci en 6 mois. Donc comme quoi on peut collaborer de manière agile avec des grands groupes, il suffit juste de trouver les bonnes personnes. Et donc aujourd'hui, c'est sorti au journal officiel du 29 décembre de cette année, et ça dure jusqu'à 2028. On a cette fiche d'opération standardisée qui donne une prime à l'achat d'un bus, car ou opération de rétrofit. Alors aujourd'hui, évidemment, comme l'économie d'énergie, elle est liée à le montant est lié à l'économie d'énergie, le montant est très faible. On parle aux alentours de 6 000 €. Mais, et c'est là où on a besoin de tout le monde pour pousser tous ensemble. C'est un dispositif qui est à la disposition maintenant du ministre, qui sur son injonction seule peut décider 1 x 2 x 3 x 4 x 5. D'ailleurs, le covoiturage est bonifié, hein, c'est aussi une fiche C2E. Et donc, évidemment, ça c'est la première chose. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, le calcul est fait aujourd'hui par la direction de l'énergie et du climat du ministère en énergie dite primaire. C'est-à-dire qu'il considère que l'électricité est produite, donc il bride en fait quelque peu la fiche de 40%. Ça aussi, ça peut sauter. Rien que ça fait x3. Et si en plus on fait le bonus, on peut commencer à arriver à des montants significatifs qui peuvent aider à la bascule. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, sur la mobilité partagée, nous, on a été les premiers, hein, en 2017, mais même avant. On a mis les premiers euros et on a accompagné les premiers pas de Mass Global en Finlande, qui est la première start-up du Mobility as a Service au monde, qui malheureusement là a connu une fin difficile parce que le Mass B2C, c'est difficile. Mais en tout cas, donc nous, la mobilité partagée, bien sûr, on y croit. Le transport à la demande, on a été les premiers à faire venir la start-up Padam en Ile-de-France, qui aujourd'hui équipe l'ensemble de l'Île-de-France en transport à demande connecté. Voilà, donc effectivement, on agit, on va dire, sur les deux tableaux, le parti électrification et également la partie mobilité partagée, qui est une des composantes de notre offre de transport. Voilà. Très clair. C'est vrai que 6 mois pour sortir la fiche, là, oui, chapeau. Si je peux juste compléter. Ouais. Vas-y. Je ne sais pas si ça marche. Juste compléter, c'est une super initiative de pouvoir mettre en place un mécanisme subventionné, notamment au travers du rétrofit. C'est effectivement un accélérateur. On est nous-mêmes impliqués dans ce domaine-là, puisqu'on a pas mal contribué à
différents mécanismes de financement et de subvention du rétrofit en France. On est par ailleurs également à l'origine, puisqu'on est le co-actionnaire aux côtés d'EDF et du groupe japonais Mitsui, et j'en suis le président et cofondateur le premier fonds d'investissement en Europe, Neote Capital, qui finance la mobilité électrique. Donc on finance justement pour les municipalités qui bien souvent n'ont pas envie de chercher de subventions, je trouve des subventions, pardon, plus de subventions qu'ils ne cherchent de financement, mais enfin, c'est un mécanisme qui est en place et qu'on espère développer le plus possible à travers l'Europe, qu'on a beaucoup développé hors de France. On aimerait bien qu'il se développe un petit peu plus en France. Et d'autre part, on tombe ici sur une difficulté, mais qui est une difficulté liée à tous les marchés, c'est que le rétrofit, on se dit génial, on va pouvoir accélérer le basculement vers du thermique vers l'électrique sans passer par les constructeurs. Le problème, c'est que les constructeurs maîtrisent beaucoup de choses au niveau logiciel sur leurs véhicules, donc c'est extrêmement difficile de les bypasser et de rétrofiter. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut créer tout un écosystème de start-up rétrofiteuses, donc 80% at least se cassent la gueule avant, et une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, avant d'arriver à maturité. Et parfois, le mécanisme qui a été mis en place, au moment où les start-up ou les start-up du domaine sont mûrs, le mécanisme n'est plus là. On est passé à autre chose. Donc il y a une question de phasage également entre les subventions auxquelles nous aussi on contribue à mettre en place et le moment où l'écosystème industriel, économique, etc. est suffisamment mûr pour en bénéficier. Voilà. Donc ça, c'est un des challenges des marchés nouveaux, mais c'est passionnant. Pas mal de nouveaux challenges, en effet, pas mal de choses à faire. On arrive déjà à la fin de cette table ronde, donc merci beaucoup pour votre intervention à tout le monde. Merci Mathilde pour l'organisation. Puis je vous propose de passer à la phase si vous avez quelques questions, réponses à poser. N'hésitez pas. Je ne sais pas qui fait le passage de micro. Tu en as ? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre partage. C'est pas vraiment une question, c'est plus partager une expérience que j'ai vécue également, puisque j'ai la chance de travailler dans un grand groupe industriel, dans un grand groupe automobile français, c'est l'Alliance Renault-Nissan, pour développer donc les solutions hybrides et qui intégraient un certain nombre d'innovations. Et maintenant, je fais du conseil auprès des startups dans les accélérateurs. Et donc, l'exemple que j'ai vécu, c'est qu'il s'agissait d'introduire une machine électrique innovante pour développer des versions hybrides. Et donc, on a une startup qui nous a contactés et pour proposer son produit. Mais effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas tout à fait arrivé au bon moment. Et pour le bureau d'études, il était hors question d'embarquer un truc qui n'était pas du tout validé. Et donc, on a choisi une solution chez Nissan, pour ne pas le citer. Mais c'est pour dire que la situation n'est pas forcément perdue, puisque plusieurs années plus tard, cette start-up a gardé des très bons contacts avec Renault. Et finalement, l'entreprise a pris des participations dans la start-up. Et finalement, elle a développé son produit pour une génération qui va sortir de véhicules. Donc, c'est pour dire que le grand groupe a une notion, a un temps qui lui est propre en fonction de ses programmes, de ses applications, et que la start-up voudra rentrer ou pas. Et pour qu'elle rentre, il faut qu'elle arrive au bon moment avec l'innovation au bon état de développement. Mais si la relation est toujours bien entretenue, il peut finir par effectivement rentrer et l'entreprise va bénéficier de royalties puisque c'est Renault qui investit, enfin peu importe. Mais il va effectivement progresser. Et l'autre point, je termine là-dessus, c'est que la notion de risque n'est pas du tout la même entre une start-up qui forcément par nature prend des risques, mais le grand groupe n'en prendra jamais. Donc effectivement, il faut bien partager ça quand une start-up discute avec un grand groupe, c'est que c'est lui qui maîtrise le temps et les risques, il ne va pas en prendre beaucoup, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez été complètement limpide. Là où je vous rejoins tout à fait, c'est que c'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois que ça ne marchera pas plus tard. On a une expérience sur le sujet. Ça fait 7 ans qu'on discute avec un constructeur français. Je ne nommerai pas, il n'y en a pas beaucoup. 7 ans. On n'a jamais réussi à travailler avec eux pour des questions de timing. Parce que ce n'était pas notre priorité à un moment donné, parce qu'ils n'avaient pas les ressources, ce n'était pas leur priorité, etc. Mais malgré tout, on continue.
On continue parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre, il va se passer quelque chose avec eux. Donc je pense qu'aussi, côté start-up, il faut vraiment garder ça en tête, que ce n'est pas parce que ça ne marche pas maintenant que dans quelques années, ça ne va pas marcher. En général, c'est plutôt le boulot du CEO à entretenir ce genre de relations, parce que c'est vrai que quand vous avez des commerciaux, ils ont tendance à s'épuiser. Quand ils n'ont pas quelque chose qui arrive à déboucher sur quelque chose au bout de 6 mois ou 1 an, ils passent à autre chose. Mais je pense qu'il faut garder la foi et faire en sorte de garder cette petite flamme allumée pour faire en sorte qu'un jour, ça aboutisse à quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Vous disiez que les solutions de mobilité partagée n'étaient jamais rentables, mais que la vôtre a fonctionné. Qu'est-ce qui a fait que votre modèle a fonctionné? Qu'est-ce que les autres ne faisaient pas? Alors, j'ai pas dit que c'était jamais rentable, hein. J'ai dit que Souvent. Quand on lit la presse, quand on écoute tout le monde a l'impression que c'est pas rentable. Aujourd'hui, nous, on a une quarantaine de clients à travers le monde qui se sont lancés depuis un certain nombre d'années. Il y en a plus de 80% aujourd'hui qui sont rentables. Mais pour être rentable, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et la première des choses, c'est faire en sorte, surtout dans la mobilité, hein. Enfin, dans la mobilité, quand vous regardez un peu les levées de fonds qu'il y a pu y avoir sur des opérateurs de micro-mobilité ou autres, c'est du délire. On est sur un business où vous devez faire attention à chaque centime. Donc, la première des règles, c'est avoir une organisation hyper lean. Donc, toutes ces startups qui ont commencé avec des dizaines, voire des centaines de salariés, avant même d'avoir un véhicule dans la rue, c'est une hérésie. Et tout ça, c'était tout simplement le fait de fonds qui tombaient du ciel. Donc, première chose, c'est être lean. Deuxième chose, c'est il faut être focalisé sur l'expérience utilisateur. Vous êtes dans un service B2C, l'expérience utilisateur, elle doit être nickel. Il faut que ce soit aussi simple d'utiliser un véhicule partagé qu'un véhicule personnel. C'est le nerf de la guerre. Et le troisième point, c'est l'excellence opérationnelle. Faire en sorte que vos véhicules ils soient impeccables, que votre service il marche nickel, que toutes vos opérations soient extrêmement efficaces. Voilà, j'ai envie de dire c'est assez basique. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas partout. Je pense on n'a rien réinventé, hein. Enfin, bon, c'est vrai que les clients se reposent sur notre plateforme. Notre plateforme, on l'a développée aussi grâce au savoir-faire qu'on a pu acquérir auprès de tous nos clients à travers le monde et de notre opération à Lyon. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis en place énormément d'outils qui permettent d'optimiser tout ça. Mais aujourd'hui, demain, vous lancez un service de mobilité avec une flotte relativement large, vous allez être rentable si vous suivez ces quelques règles. Alors, en fait, il y a quelque chose qui a fait pas mal de mal en fait, au secteur dans l'absolu, hein, c'est Autolib. Autolib, ça a un peu, on va dire, mis un coup de frein sur la mobilité partagée parce qu'en fait, le service était exactement ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire il était déplorable. À la fin, quand on rentre dans une voiture et que ça sent le chien, en fait, à la fin, même les plus malades de la mobilité partagée finissent par plus prendre la voiture. Parce que la notion de service, elle est clé. C'est pas qu'une notion d'actif, c'est une notion de service client, c'est une notion de service. Et effectivement, quand ça ne l'est pas, et ça ne l'était pas côté Autolib, parce que aussi c'est des acteurs qui se sont mis dans ce secteur pour un autre objectif qui était de montrer que les batteries Bolloré étaient capables de tenir. Donc en fait, c'était qu'un side business. Et donc du coup, l'exploitation de ce genre de trucs, c'est quand même un vrai métier. Et c'est en plus un métier, comme tu dis, au centime. Parce qu'effectivement, c'est quand même pas des sujets très rentables. Donc en fait, si tu veux être sûr de pouvoir gagner de l'argent, tu es obligé de faire attention à chaque coup et d'être super ligne surtout. Et donc, voilà, je pense que cet exemple d'Autolib a malheureusement mis un coup de frein, mais ça ne veut pas dire que, parce qu'Autolib, ça n'a pas marché, que la mobilité partagée ne marche pas. Moi, j'y crois beaucoup aussi, notamment dans les petites agglomérations, l'autopartage pour faire les courses dans la ZFE, où on dépose sa vieille voiture qu'on ne va pas pouvoir payer, parce qu'on ne peut pas s'en payer une nouvelle, mais pour prendre la voiture électrique en autopartage qui va faire l'aller-retour pour aller faire les courses, etc. Enfin, il y a encore beaucoup d'usages autour de ça, donc je pense que c'est effectivement quelque chose faut pas avoir peur d'y aller. Et je pense que les politiques publiques aussi ont aussi leur rôle à jouer là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes opérateur de mobilité. Je parle uniquement de la France, parce que les situations sont différentes, mais vous êtes opérateur de mobilité aujourd'hui en France, vous n'êtes pas particulièrement aidé. Et si on veut effectivement décarboner très rapidement la mobilité, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. On sait le faire. Tout est là, tout est disponible. C'est juste du courage politique. Alors c'est vrai que demain, faire en sorte que le parking coûte 10 fois plus cher dans les villes,
de faire en sorte de supprimer 90% des places de parking, c'est sûr que ça ferait du bruit. C'est sûr que si vous réfléchissez à votre réélection, vous n'y arriverez pas. Mais aujourd'hui, c'est qu'une histoire de volonté politique. Tout est prêt pour décarboner la mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Bonjour. En fait, j'ai une question pour Christophe. Enchantée, je m'appelle Han, je viens de la Chine et je suis une jeune diplômée de Schema Business School et je viens de finir mon stage de fin d'études chez Amundi pour le produit. Et pour mon mémoire de master, en fait, le titre de mon mémoire, c'est la révolution de véhicules de New Energy en Chine. Du coup, j'ai une question. D'après vous, c'est quoi la plus grande chose pour la révolution de véhicules New Energy en Chine? Parce que même s'il y a déjà une croissance immense de technologie en Chine, mais il y a toujours une grande différence entre les technologies en Europe et en Chine. Et pour résoudre ce problème, d'après vous, c'est quoi le plus important pour améliorer les technologies en Chine? Merci. Alors, c'est pas parce que vous êtes chinoise, je vais vous faire plaisir, mais aujourd'hui, les technologies en Chine, elles sont très bonnes. Les technologies en Chine, notamment pour les véhicules électriques et pour les batteries, elles sont très bonnes. Je vais vous donner une anecdote. Le président de BYD, lorsqu'il a acheté sa première boîte de voitures, c'était des petites voitures diesel à Xi'an. On a essayé ensemble sa première voiture, il n'a pas réussi à la démarrer. Je me souviens très bien de ce jour-là. Et il était furax. Et donc, je vois le chemin qu'il a parcouru pour faire d'excellentes voitures, d'une part, et d'autre part, pour faire également d'excellentes batteries. Aujourd'hui, ma société, on est concurrent de BYD, mais néanmoins, je dois reconnaître la capacité de cette entreprise et d'autres de faire de très bonnes choses. Nous aussi, on sait faire de très bonnes choses et on se développe extrêmement vite. Je crois qu'en Chine, la Chine a démarré avant le reste du monde, hein, il y a une vingtaine d'années. Donc pour la voiture, ça a démarré très vite, avec beaucoup d'incitations, avec des prix extrêmement bas, peut-être pas assez bas pour tout le monde, mais quand même avec des prix extrêmement bas. Même si la qualité n'a pas été là tout de suite, au fur et à mesure, ça a progressé. Et aujourd'hui, la pénétration est relativement importante. Sur le segment, il n'y a pas eu de ces mêmes... Il y a eu un frein énorme en Occident, un frein qui est en train de se lever en ce moment, petit à petit, et pas partout de la même manière. Et il est très lent. On voit très bien qu'aujourd'hui, les projections un peu folles des 2-3 dernières années, déjà aujourd'hui, on se rend compte, elles ne vont pas, et de très loin, être tenues. De très très loin, être tenues. Et sur les véhicules commerciaux industriels, pour prendre l'exemple, par exemple, du bus, hein, qui est le premier marché qui s'est développé, la Chine a atteint son pic marché en 2018. En 2018, que le taux d'équipement maximum, enfin que le maximum d'installations de nouvelles ventes a eu lieu. Depuis, ça a baissé parce que les installations ont été faites, les ventes ont été faites. Et aujourd'hui, en Chine, par exemple, il y a eu un truc super qui a été mis en place, qui est un peu la conséquence de la mauvaise qualité du matériel qui a été en première génération. C'est du monitoring, du tracking, à la fois sur les véhicules et sur les batteries, qui ont permis de repérer les mauvais produits, de les sortir plus rapidement du réseau. Aujourd'hui, en 2024, on est en Europe en train de se parler de passeport batterie, de bidule de machin, etc. C'est un truc qui est en place depuis 6 ans en Chine, donc sous un autre nom, sous une autre forme. Donc je pense que la courbe d'expérience en Chine, qui a été dure au début, hein, parce qu'on est allé de façon forcée, a eu des bénéfices aujourd'hui, ce qui fait que la Chine, avec une forte volonté, des moyens financiers, des subventions, etc., est capable d'être où elle est et est capable aujourd'hui de venir sur les marchés européens et américains ou sur les autres marchés. Aujourd'hui, nous, on se bat pour, en partie, apprendre de ce modèle-là, faire différemment, faire mieux, c'est tout à fait possible, d'interagir, de s'auto-concurrencer, d'apprendre l'un de l'autre, mais je ne peux pas dire que la Chine, si c'est ça votre question, doit apprendre, oui, elle doit apprendre du reste du monde, mais le reste du monde doit également apprendre de la Chine dans le domaine de la mobilité électrique. Merci beaucoup pour votre partage. Ok, merci. Je vous propose qu'on s'arrête. Une dernière, on peut? Allez, une dernière. Vous avez parlé des... Ah, pardon. Merci.
Oui, bonsoir. Vous avez parlé des machines agricoles et des tracteurs. J'ai l'impression que ça avance pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce marché? Oui, alors dans le domaine agricole, si vous voulez, vous avez les tracteurs et les machines agricoles qui sont dans les fermes. Celles qui travaillent dans les fermes, c'est ce qui est le plus facile à électrifier parce que vous connaissez grosso modo le rayon d'action. Elle fonctionne à un certain nombre d'heures par jour, pas trop, c'est relativement facile à électrifier. En fait, les machines, elles, qui partent dans les champs, qui travaillent toute la journée, ont un tel besoin d'énergie, de puissance et d'énergie, que c'est trop coûteux pour le moment, trop coûteux d'électrifier complètement. Donc les grands fabricants de matériel agricole américains, japonais ou européens, mais enfin, japonais et américains, aujourd'hui regardent plus à l'hybridation du matériel, c'est-à-dire de réduire les seuils d'émission en dessous d'un certain niveau. Mais de manière générale, le monde agricole est très, très, très en retrait. Hein. On a, nous-mêmes, on est fournisseurs de très grands groupes japonais, par exemple, et on a démarré il y a 4 ans. On a lancé des produits avec eux il y a 2 ans. Les ventes sont extrêmement minimes, c'est-à-dire que la demande du marché, l'appétit n'est pas là par rapport à ce genre de solution, même hybride, même un peu décarbonée. Mais parce que les réglementations ne sont pas là non plus et n'imposent rien pour le moment. Bon, donc il y en a certaines qui vont, certains seuils qui vont être mis en place progressivement, mais c'est pas très très incitatif, très violent pour le moment. Dans le domaine de la construction, qui est souvent en zone urbaine, c'est différent parce que là vous êtes sur des périmètres plus réduits, c'est beaucoup plus facile d'électrifier, d'apporter l'autonomie d'une journée complète de travail. Mais en dehors des zones urbaines, mais c'est vrai pour les véhicules aussi. Hein. Un petit camion de livraison qui va travailler en zone urbaine, c'est facile de l'électrifier. 200 km d'autonomie, 300 km, c'est rien. Mais dès que vous partez loin et que vous avez besoin d'en mettre 600, 800, 1000, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Ou alors vous passez à l'hydrogène, mais c'est compliqué. Okay. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Je propose de continuer autour d'un verre si vous voulez échanger entre vous. Merci à tous.